Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'ANR pour l'édition du plan d'action 2025. Donc c'est le premier webinaire de cette session pour 2025. On va commencer par se présenter. Donc je suis Dominique Dunon-Buteau, directeur des opérations scientifiques à l'ANR. Et bonjour à tous et à toutes, moi je suis Laurence Guyard et je suis adjointe à Dominique Dunon-Buteau et je suis également référente égalité et intégrité scientifique. Donc on est ravis effectivement de vous accueillir pour cette nouvelle édition 2025 et nous sommes également accompagnés de Émilie Abillon, qui est directrice adjointe du conventionnement et du financement à l'ANR et qui pourra, le cas échéant, répondre à certaines questions de façon plus pertinente que nous ne pourrions le faire. Voilà. Donc on va dérouler la présentation. Bien évidemment, vous posez les questions qui vous intéressent dans le chat. On essaiera de faire des sessions. On va essayer de ne pas répondre uniquement à la fin de la présentation, mais par grande partie, on essaiera de répondre à vos questions. Voilà ce que on va commencer maintenant. Tout savoir sur les appels à projets 2025, c'est le titre de ce premier webinaire qui présente globalement le plan d'action et qui fait un focus sur les différents appels. Et donc, ce qui intéresse tous les déposants pour identifier les appels qui pourraient leur convenir. Quelques rappels sur l'ANR et ses missions. Donc, ce que vous avez à droite, c'est le schéma qui est à droite, c'est le schéma central qui résume l'action de l'ANR. Donc, il y a sous forme d'un cycle, il y a donc 4 étapes majeures. Il y a une étape de programmation donc, qui permet d'identifier les priorités scientifiques, les outils qu'on va développer dans le plan d'action, les partenariats internationaux. Cette partie-là se fait en partenariat avec notre tutelle, le MESR, et également des représentants de la communauté scientifique au travers des responsables, des directeurs d'organismes, des universités, etc. Les 3 autres étapes se font en indépendance par rapport à notre tutelle. La première étape, c'est donc la sélection, l'écriture des appels à projets, l'évaluation. L'étape suivante, c'est la réalisation, donc le conventionnement des projets, le suivi des projets. La dernière étape, c'est l'analyse des résultats qui ont été produits au travers des projets qui sont réalisés. Donc l'évaluation ex post, les outputs, les outcomes et l'impact, donc publication, etc. Et cette évaluation ex post, évidemment, permet de nourrir la réflexion pour préparer les programmations ultérieures. Donc sur la partie gauche, vous avez les grandes actions, les grands traits qui correspondent à nos missions, donc financer et promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie. Deuxième point, la mise en œuvre de la programmation arrêtée par le ministère. Comme ça me permet de préciser, la programmation se fait en partenariat avec le ministère et les représentants des structures, des organisations de recherche, mais le programme est arrêté par le ministère. Ce n'est pas l'ANR qui décide à la fin, au point final de la programmation. On gère également les grands programmes d'investissement de l'État. Il y aura deux diapositives dans la suite pour préciser un peu à quoi ça correspond. Donc dans l'enseignement supérieur et de la recherche. On a aussi comme mission de renforcer les coopérations scientifiques au plan européen et international. Et puis, on a, comme on l'a déjà dit dans le cycle qui est à droite, une mission d'analyse de l'évolution de l'offre de recherche et mesurer l'impact des financements alloués par l'agence. Je passe la prochaine diapositive, si ça veut. Voilà. Donc ici vous avez deux slides qui vont suivre, qui sont consacrés aux grands investissements de l'État, qui aujourd'hui s'intitulent France 2030, et qui, France 2030 a été dans la continuité du plan d'investissement d'avenir 4 et de France Relance.
Donc c'est un plan d'investissement ambitieux qui traduit une double ambition: transformer les secteurs clés de notre économie par la recherche, l'innovation, l'industrialisation, et positionner la France en leader du monde de demain en termes de souveraineté. Le budget global de ces investissements sur la décennie, c'est 54 milliards d'euros. Ils seront investis dans 10 filières stratégiques via les entreprises, universités et organismes de recherche. Donc, je passe certaines des phrases, vous les aurez. De toute façon, le document que l'on présente sera bien sûr à votre disposition, ou est déjà à votre disposition sur le site de l'ANR. Les grands principes, c'est 50% des crédits consacrés à la décarbonation. Le fait que dans ces projets, il faut accepter la prise de risque et l'échec, c'est-à-dire qu'on aura des réussites importantes que si on prend des risques, et donc il faut accepter que certains projets n'aboutissent pas. Investissement dans la recherche, l'innovation, l'industrialisation et la formation. France 2030 est donc piloté par le secrétariat général pour l'investissement, qui est rattaché au Premier ministre et donc à Matignon. Et il est mis en œuvre par l'ADEME, l'ANR, BPI-France et la Banque des Territoires. Ce qui veut dire que l'ANR ne gère qu'une partie des budgets dont on a parlé, 54 milliards d'euros, et uniquement des actions qui concernent la recherche et l'enseignement supérieur et l'innovation, et plutôt des côtés amont. Pour l'innovation aval, c'est plutôt BPI-France. La slide suivante. Alors, il y a des fois ça va vite et des fois ça va pas vite. Voilà. La slide suivante, surtout pour que vous ayez une idée des thématiques qui sont abordées à travers France 2030. Donc vous avez la thématique à gauche en rouge. C'est les grandes thématiques nucléaire, hydrogène, décarboné. Donc vous voyez bien l'importance de la décarbonation de notre économie, décarbonisation de l'industrie, premier avion bas carbone, etc., véhicules électriques. S'ajoutent donc d'autres aspects que les aspects liés au carbone et aux évolutions climatiques, la lutte contre les changements climatiques. Pour la santé, l'objectif de produire 20 biomédicaments et dispositifs médicaux innovants. Promouvoir les contenus culturels et créatifs, s'investir dans la nouvelle aventure spatiale et également dans les grands fonds marins. À droite, une autre série d'enjeux majeurs sur lesquels on a plus de prospectives à faire et des progrès à faire de façon importante. Sur les matières premières, des recherches sur les matières premières et puis assurer notre souveraineté sur les matières premières. Électronique, robotique et machines intelligentes. Les formations de demain. Les stratégies numériques qui étaient dans France 2030 mais qui étaient déjà initiées dans le plan PIA 4. Capital, innovation de rupture, start-up industrielle et accélération de croissance. Et puis enfin, ce qui est en gris, c'est plus des structures de soutien et de promotion d'action. Donc 22 stratégies d'accélération, soutien structurel aux start-up, à la R&D, soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc on ne va pas détailler plus avant ce qui se passe dans France 2030. Dans l'année, ce ne sera pas en septembre, mais dans l'année, normalement, nous aurons un webinaire qui est dédié à ces actions. Tous les ans, ce n'est pas du tout des actions récurrentes qui n'ont pas lieu tous les ans, mais c'est plutôt des actions exceptionnelles à chaque fois. Et donc, évidemment, il faut suivre le programme de ce qui se passe à l'ANR dans France 2030 pour voir s'il y a des appels qui peuvent vous concerner. C'est souvent institutionnel, donc c'est des projets de plus grande ampleur en général que ce qu'on retrouve dans le plan d'action. Laurence va vous présenter les slides qui suivent. Oui, moi je vais vous présenter effectivement le cadre général de principes que nous avons élaboré progressivement à l'ANR et qui vise vraiment à promouvoir un cadre qui soit favorable à la conduite de recherche intègre et responsable et qui accompagne au mieux, notre objectif à l'ANR, c'est vraiment d'accompagner au mieux les communautés scientifiques, tous les acteurs de la recherche qui sont nos parties prenantes, vers cette conduite de recherche intègre et responsable. Alors nous avons révisé pour cela en 2018 la charte de déontologie qui existait depuis 2009 à l'ANR et nous y avons introduit l'intégrité scientifique, puis un principe vraiment fondamental pour nous à l'ANR qui est celui de l'égalité.
de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous avons, à la suite de ça aussi, élaboré un plan d'action égalité. D'ailleurs, nous avons obtenu le label égalité AFNOR en 2023. Nous poursuivons notre plan d'action puisqu'il était arrivé à échéance en fin 2023 et nous avons à nouveau un deuxième plan d'action égalité. Donc des engagements extrêmement forts en termes d'intégrité scientifique. Nous avons publié en septembre 2023 également un document qui nous tenait vraiment à cœur et qui exprime la politique ANR en matière d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie. Donc, il est à votre disposition, bien sûr, sur notre site web ANR, en version française et anglaise. Et ce document est important parce qu'il précise bien les notions d'éthique, d'intégrité et de déontologie qui sont souvent très floues. En tout cas en France, et la langue française nous permet de faire cette distinction entre ces notions qui sont néanmoins parfaitement intriquées de manière assez complexe. Et donc on a fait vraiment un gros travail de réflexion avec notamment le comité de pilotage scientifique de l'ANR. Et nous avons surtout précisé les responsabilités pour chacune de ces notions entre les différents acteurs de la recherche, que ce soit l'organisme de recherche, l'équipe du laboratoire, le chercheur ou la chercheuse, mais également le financeur, donc en l'occurrence l'ANR. Donc je vous invite aussi à consulter ce document. Nous avons développé notre politique sciences ouvertes aussi de manière assez importante. Nous sommes signataires de la charte de la déclaration de San Francisco, donc la DORA. Nous avons un engagement à promouvoir aussi la culture scientifique, technique et industrielle. Les ODD également, donc les objectifs de développement durable, et également engagés sur le thème de la PPST. Alors, quels sont... Oui, peut-être que Dominique, tu peux... On va expliciter un petit peu la PPST avant de passer à la suite. La PPST, c'est la protection du patrimoine scientifique et technique de la nation. Et donc, le principe, l'idée, c'est d'éviter que des projets de recherche qui sont menés par des chercheurs français puissent être pillés, exploités par des puissances étrangères. Ce qui fait que lorsqu'on a des projets bilatéraux, multilatéraux, eh bien, il y a une analyse de ces projets pour s'assurer que s'il y a une production avec des enjeux économiques ou voire des enjeux plus militaires, on va dire de défense par exemple, il peut y en avoir d'autres, eh bien qu'on protège bien nos intérêts et que les accords de consortium, les partages de la propriété intellectuelle ne se fassent pas à notre détriment. Et donc c'est quelque chose d'important et donc vraiment conseiller à tous les déposants, avant de déposer un projet, on le verra plus loin, mais bien de voir leur fonctionnaire sécurité défense locale de façon à déjà avoir une première analyse de savoir si ça pose un problème ou pas. Bien sûr, c'est lorsque vous avez une équipe étrangère ou une entreprise française, étrangère ou française, parce que même les entreprises françaises peuvent être finalement sous capitaux étrangers, et donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite derrière. Voilà, c'est tout ce que je dis sur PPST. De toute façon, merci Dominique. Oui, effectivement, on allait préciser quelques petites choses ensuite. Voyons maintenant quelles sont les applications concrètes de ces engagements. Alors, d'une part, pour les évaluateurs, évaluatrices, qu'ils soient ou qu'elles soient membres de comités ou experts, expertes extérieurs au comité, qui ne participent pas aux débats collégiaux des comités. Donc, tous et toutes s'engagent à respecter les principes qui sont inscrits dans notre charte de déontologie et d'intégrité scientifique, avec un engagement spécifique à respecter la confidentialité de toutes les informations et documents qui sont portés à leur connaissance dans le cadre de l'évaluation. Et on avait révisé cet engagement de confidentialité lors de la crise sanitaire du Covid-19 qui avait conduit à ce que pour les membres de comité, toutes les séances plénières soient à distance. Et donc on avait révisé aussi pour étendre le respect de cette confidentialité, y compris dans l'interdiction de faire des copies d'écran sur ce qui pouvait être projeté pendant les comités, etc. Et la confidentialité comprend également les débats.
Et bien sûr, c'est pas que les documents. Le contenu des débats est effectivement très confidentiel. De la même manière, il doit rester confidentiel aussi pendant tout le processus d'évaluation, la participation au comité d'évaluation. Donc, quand on est membre de comité, président ou vice-président d'un comité, eh bien, on ne doit pas divulguer cette participation jusqu'à ce que les résultats de l'appel soient publiés. Alors, la liste des membres de comité est rendue publique à l'issue de ce process, quand les résultats sont publiés. Mais pendant tout le process, on doit garder bien sûr la confidentialité sur cet aspect. C'est important, c'est très important parce que cela permet de ne pas subir de pression de la part des communautés qui pourraient avoir envie d'apporter des éléments complémentaires aux évaluateurs par rapport à ce qui est contenu dans leur projet, et ce qui naturellement entraînerait une inéquité de traitement à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Nos évaluateurs et évaluatrices s'engagent également à déclarer tout lien d'intérêt qu'ils pourraient avoir avec les personnes impliquées dans les projets à évaluer et qui, dans le cadre de l'évaluation, constitueraient un conflit d'intérêts. Et enfin, concernant l'évaluation plus particulièrement, ils s'engagent à faire l'évaluation sur la base des informations et documents déposés dans le site de dépôt et uniquement sur la base de ces documents déposés sur le site d'évaluation. Et que cette évaluation doit être qualitative, sans se baser uniquement sur des indicateurs bibliométriques. Donc ça, c'est pour la partie évaluateur, et c'est important quand on dépose un projet de savoir à quoi sont tenus les évaluateurs qui vont évaluer notre projet. Bien sûr, les chercheurs et chercheuses qui déposent un projet doivent aussi s'engager. Et donc, il y a des applications très concrètes. Donc, comme l'a mentionné Dominique Dunon-Bluteau, en amont de faire un dépôt d'un projet, il est important de consulter le FSD de son établissement de manière à savoir si, lorsque l'on a un partenaire public ou privé étranger, il est éligible en termes de PPST, donc avant d'initier un dépôt. Bien évidemment, les chercheurs et chercheuses impliqués, et pas uniquement les coordinateurs ou coordinatrices de projet, mais toutes les personnes qui sont impliquées dans un projet s'engagent à respecter, elles et eux aussi, les principes inscrits dans la charte de déontologie et d'intégrité de l'agence. Depuis 2 ans, nous avons introduit un nouveau critère d'évaluation sur l'APG après une phase expérimentale sur 2 éditions. Ce critère étant la prise en compte de la dimension sexe ou genre dans le contenu de la recherche, donc c'est-à-dire dans la manière dont la méthodologie, particulièrement, on conduit la recherche, et est-ce qu'on prend bien en compte, ou en tout cas est-ce qu'on a questionné cette dimension, et est-ce que c'est pertinent ou pas de la prendre en compte dans la recherche que l'on propose. Donc ça, c'est un critère de 2e étape, on y reviendra. On demande, lorsque un projet est financé, on demande à ce que soit transmis un plan de gestion de données dans les 6 mois qui suivent le conventionnement, et que ce plan de gestion de données doit être réactualisé à la fin du projet, et uniquement à la fin du projet. Bien évidemment, si des personnes souhaitent actualiser régulièrement ce plan de gestion de données parce qu'il y a des différences importantes par rapport à ce qui avait été pensé au départ du projet, c'est tout à fait possible de déposer un plan de gestion de données actualisé tout au long du projet. Mais l'obligation, c'est ça, c'est de nous transmettre un plan de gestion de données dans les 6 mois qui suivent le conventionnement, et de l'actualiser au solde pour la clôture du projet. L'actualiser ou pas, si ça n'a pas changé, il suffit de savoir que c'est celui qui a été utilisé.
Au regard de notre engagement sur la science ouverte, on demande également à ce que toutes les publications qui sont réalisées dans le cadre du projet financé soient déposées dans l'archive ouverte HAL. Nous demandons également à ce que soit transmis le récépissé de déclaration de due diligence s'il y a utilisation de ressources génétiques dans le cas du projet. Là encore, on peut déclarer utiliser des ressources génétiques ou avoir besoin d'en utiliser en début de projet, puis se rendre compte que finalement on n'aura pas à les utiliser. Enfin, tout ça est bien entendu souple et évolutif, bien évidemment. Et enfin, on demande aussi à ce que les chercheurs et chercheuses impliqués dans les projets participent à la promotion de la culture scientifique. Sur quoi? Quid des chercheurs en situation de handicap? Alors, pour les chercheurs en situation de handicap, puisque effectivement, il y a une question qui vient d'être posée à ce sujet, l'ANR a une charte handicap et nous sommes en train de... Donc, le handicap est quelque chose que nous prenons effectivement très au sérieux et que nous avons à cœur. Et nous travaillons actuellement justement avec notre service, la direction des ressources humaines de l'ANR, déjà sur le label diversité. Et le handicap fait partie de ce label. Et grâce à toute la structure demandée dans le cadre de ce label, effectivement, nous allons pouvoir avancer de manière beaucoup plus concrète quant à la prise en charge des différents handicaps qui peuvent présenter des obstacles, notamment lors d'un dépôt de projet ou pour pouvoir tenir les temps ou pour avoir des plateformes accessibles pour les personnes qui sont malvoyantes, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler avec rigueur et grand intérêt. Des dépenses éligibles aussi au sein des projets. Si un projet est financé et qu'il y a une personne handicapée en situation de handicap dans ces projets, on peut envisager des dépenses éligibles pour faciliter la réalisation de ce projet par ces personnes. Dominique, je te passe la parole. Ah oui, c'est à moi. Donc, les appels à projets du plan d'action 2025. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais on aurait peut-être dû commencer par ça, mais c'est l'occasion ici. En fait, le plan d'action 2025 est quasiment identique à celui de 2024, qui était lui-même déjà très très proche de celui de 2023. Donc il y a peu d'évolution, donc il y a une grande stabilité. Je vous dirai tout de suite, je vais vous dire à quel endroit il y a une modification importante, mais c'est tout sur le reste, les instruments, les engagements, l'éligibilité, etc. Il y a aucune évolution, on peut dire quasiment aucune évolution, vraiment très marginale, qui ne mérite pas d'être citée ici. Donc, on va présenter, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement ce qui est dans ce plan d'action. Donc, l'appel majeur du plan d'action, qui représente 75% du budget de l'agence, du budget de subvention de l'agence pour financer ce plan d'action, c'est l'appel à projet générique. 5 instruments sur lesquels on va revenir un petit peu, JC, PRME, PRC, PRCE, PRCI, comme les années précédentes. Ce qui change, c'est le nombre de comités d'évaluation scientifique. On passe de 56 en 2024 à 57 et un peu plus loin, on verra exactement ce qui change. La sélection aura lieu en 2 temps, excepté pour les PRCI, comme chaque année depuis presque une dizaine d'années aujourd'hui. À cet appel à projet générique s'ajoutent les appels spécifiques, en gros 25% du budget des appels à projet de l'agence dans le cadre de ce plan d'action. 3 grands types d'appels, des appels tournés vers l'Europe et l'international, appels bilatéraux, des partnerships européens de 2 programmes, Horizon Europe et H20, et le précédent H2020, les GPI, les Eranet, donc qui sont dans ce cas-là.
MRSEI et CRSEI, on verra un peu plus loin, des réseaux, des instruments qui permettent de générer des réseaux, des consortiums qui vont pouvoir candidater à des grands appels internationaux européens ou européens. Et tremplin ERC, Access ERC, des instruments pour faciliter l'accès à l'ERC d'un certain nombre de chercheurs. Et puis également des instruments internationaux indépendants comme le Belmont Forum. Le deuxième type d'appel, c'est des appels centrés sur le partenariat public-privé, l'APCOM, Chaire industrielle, Programme Carnot, Astrid Maturation. Et puis en dernier, donc des challenges ou flash annoncés au fil de l'eau sur le site de l'ANR. Ce type d'appel apparaît en fonction des actualités ou des urgences qui peuvent se faire ressentir au cours du temps. Pour donner un exemple, eh bien, on avait créé des appels de ce type, des flashs surtout, dans le cadre de la pandémie de Covid. Mais il y a d'autres exemples. On reverra un peu plus loin puisqu'il y a des slides spécifiques sur ces appels hors AAPG. L'appel à projet générique, l'évolution de l'AAPG en termes de taux de succès, de nombre de projets déposés, etc. Donc l'appel à projet générique, comme je le dis, ça a une dizaine d'années, donc ça a commencé en 2014. Et vous voyez le taux de succès qui augmente régulièrement depuis 2014. On était à moins de 10% au départ, c'était très très dur. Et puis vous voyez un saut entre 2020 et 2021, on passe de 17% à 22,7%, et cela correspond à la mise en œuvre de la loi de la programmation pluriannuelle de programmation de la recherche, et qui a permis, nous a permis d'avoir une augmentation budgétaire importante, et qui nous a permis donc de monter le taux de succès de 17% à 22,4%. Et puis, depuis 2021, on a un taux qui continue d'augmenter, mais sous forme de plateau, puisque l'augmentation du budget lié à la LPR s'est trouvée, en plus, complétée toujours à l'intérieur de la LPR par un plan de relance en 2021 et 2022, ce qui a permis d'avoir une assez grande stabilité entre 2021 et 2023 en termes de budget et en termes donc de taux de succès. Donc, on était à 24,3% en 2023. Qu'en est-il pour 2024 ? Bien, pour 2024, nous espérons arriver à peu près au même taux de succès qu'en 2023. On a les résultats de juillet, ce qui reste encore à publier sur les PRCI qui ne sont pas publiés encore, nous permettent d'envisager 24,3%. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup au-delà de ce chiffre. Vous voyez qu'en termes de nombre de projets, on est en gros entre 1600 et 1800 projets depuis 3 ans. Pour 2024, on devrait être au-dessus de 1700 projets puisqu'on a une petite augmentation. On avait une petite augmentation du nombre de projets déposés. Donc pour arriver au même taux, ça fait un nombre un peu plus élevé de projets. Voilà où on en est pour 2024. Donc, on aurait dû, d'après la LPR, continuer à progresser, mais les contextes budgétaires dès 2024, avec les rabots, nous permettent de maintenir ce taux et ce sera déjà très bien. Si vous voulez avoir un éclairage sur 2025, vous comprendrez bien qu'on est devant une boule de cristal. On a beau avoir un Premier ministre depuis 1 heure. On n'a pas beaucoup d'éclairage sur le budget 2025 et les informations qui nous parviennent, les notes de cadrage déjà initiées, etc., ne sont pas très très positives. Donc on aimerait au moins maintenir les taux qu'on a eus cette année, mais on est dans l'incertitude et on verra à l'automne ce qui sera possible de faire. Et il faudra qu'on ajuste, que l'État, le MESR, ajuste les objectifs qu'ils vont nous donner en fonction du budget aussi qu'ils vont nous donner, qui va être disponible. Donc 57 axes de recherche en 2025. Il y a 2 grandes parties pour ces 57 axes. Il y a 38 axes de recherche qui sont présentés au sein de 7 domaines disciplinaires. Et c'est dans cette partie-là qu'il y a un axe de plus. On est passé de 37 à 38. Donc, sciences de l'environnement, 4 axes. Sciences de la matière et de l'ingénierie, 6 axes. Sciences de la vie, 11 axes. Sciences humaines et sociales, 7 axes. Sciences du numérique, 6 axes. Mathématiques et leur interaction, 1 axe. Physique subatomique, sciences de l'univers et sciences de la Terre, 3 axes.
Donc le domaine qui voit un axe supplémentaire, c'est le domaine des sciences de la matière et oui, c'est ça, sciences de la matière et de l'ingénierie. 19 axes de recherche qui correspondent à des enjeux transversaux. Par enjeux transversaux, on considère que c'est des projets qui sont à la croisée de deux domaines, au moins deux des 7 domaines disciplinaires précisés précédemment. Donc 7 domaines transversaux, sciences de la durabilité avec un seul axe, une seule santé avec 3 axes, la transition écologique et environnementale avec 3 axes, la transition énergétique 2 axes, les transitions technologiques 4 axes, la transformation numérique 3 axes, les transformations des systèmes socio-techniques 3 axes, et à chaque axe de recherche correspond à un CES d'évaluation scientifique de la APG. Donc voici le domaine qui évolue entre 2024 et 2025. La partie supérieure de la diapositive, ça vous présente l'organisation de cette année, 2024. Et donc, en bleu, vous avez les axes qui vont être modifiés en termes de contenu et de périmètre. L'axe B1, physique de la matière condensée et de la matière diluée. Et puis l'axe G2, qui est dans le domaine physique subatomique et astrophysique. Donc, vous avez la nouvelle organisation dans la partie basse de la diapositive. Et en gros, pour simplifier, vous allez vite voir comment c'est organisé. On va séparer la physique de la matière condensée de la physique de la matière diluée. Donc, vous voyez que l'axe B6 en 2025, c'est la physique, je fais simple, de la matière diluée. Et l'axe B7, c'est la physique de la matière condensée. Et si on mentionne l'axe G2, c'est parce que du fait de cette réorganisation, il y a un périmètre, le périmètre de cet axe est légèrement modifié. Donc pour les porteurs spécifiques de ce domaine, ils ont intérêt vraiment à lire de façon attentive tous ces différents axes pour s'assurer de l'axe auquel ils doivent candidater quand ils déposeront un projet. C'est pas tout. Vous voyez que entre 2024 et 2025, du fait de l'écriture de ce domaine, eh bien, en fait, la nomenclature des axes est modifiée. C'est-à-dire que l'axe B2 en 2024, polymère, composite, physico-chimie de la matière molle, cet axe-là ne change pas en tant que tel, mais il s'appelle maintenant axe B1. Donc, un conseil pour tous les porteurs de projets dans le domaine sciences de la matière et de l'énergie, bien lire le plan d'action, le texte de la APG pour ne pas se tromper d'axe. Les numéros des comités de ces axes en noir ne vont pas changer, mais faites quand même attention. Ce serait dommage que vous fassiez une erreur simplement au moment du dépôt parce que vous ne choisissez pas le bon axe. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, parmi le changement, c'est la slide essentielle. Pour le reste, si vous connaissez bien la APG, il y a peu de modifications. Oui, je continue. Les priorités stratégiques de l'État. L'année dernière, nous avions 7 priorités nationales. Eh bien, ces 7 priorités sont reconduites en 2025. L'intelligence artificielle, adossée à un plan IA. Les sciences humaines et sociales, adossées au plan SHS. Les technologies quantiques, associées à un plan technologie quantique. Autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, adossé au plan autisme. Recherche translationnelle sur les maladies rares, adossée au plan national maladies rares. Et les 2 priorités qui avaient été introduites l'an dernier sur les mathématiques et puis l'exploitation scientifique des données générées par les observatoires scientifiques et par les infrastructures de recherche étoiles. Et cela veut dire que ce ne sont pas toutes les infrastructures de recherche. Et dans le texte de la APG, vous avez la liste exacte des OSI et des IR qui sont éligibles. Donc, nous avons eu cette année quelques projets qui ont été rendus inéligibles pour cette priorité parce qu'ils ne respectent pas l'annexe qui avait été transmise, qui était présente dans le plan d'action et le texte de l'APG de l'an dernier. Les instruments de financement. Donc, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses,
C'est limité dans le temps. Il faut que la thèse ait été passée moins de 10 ans pour pouvoir déposer un projet de jeune chercheur. Un seul projet JCJC. C'est après. Bon, alors, je devance les slides. Donc, bon, JCJC. Les projets de recherche mono-équipe qui ont été introduits depuis 2 ou 3 ans. Les projets de recherche collaborative qui impliquent que des équipes académiques. Et puis, une des déclinaisons des projets de recherche collaborative qui inclut une entreprise comme bénéficiaire, PRCE. Des projets de recherche collaboratifs internationaux, plus précisément bilatéraux, et donc qui comprennent au moins une équipe étrangère dans une liste bien précise de ces pays. La typologie des projets est importante, elle a évolué, elle est beaucoup plus diversifiée. On a diversifié la typologie des projets qui peuvent être déposés. Les projets classiques, depuis une dizaine d'années, je ne vais pas revenir sur cette définition, mais les projets en rupture et les projets exploratoires, on veut dire par là des projets qui n'ont pas nécessairement beaucoup de données préliminaires, parce que justement, c'est quelque chose qui démarre. Il est possible de déposer des projets de ce type. Des projets suites, si vous avez obtenu un projet de recherche à l'ANR sur un domaine donné, que vous avez eu des résultats, plein de résultats, etc., et qu'à l'issue de ce projet, eh bien, effectivement, il y a une nouvelle questions scientifique qui se pose, eh bien, c'est légitime que vous puissiez déposer un projet suite à ce projet pour pouvoir poursuivre vos travaux. Et puis, les projets exploitant des données scientifiques générées par les infrastructures de recherche. Donc, non seulement il y a une priorité, mais la typologie des projets, donc il fallait bien que ces projets puissent être déposés pour pouvoir bénéficier de la priorité. Donc, ces projets-là sont effectivement également éligibles. Quelques éléments sur chacun de ces instruments. Donc, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, JCJC, favoriser la prise de responsabilité. Dans un certain nombre de cas, c'est l'acquisition de l'autonomie pour ces jeunes chercheurs, de façon à ce qu'ils puissent commencer à diriger un petit groupe de recherche. Encourager les approches novatrices et originales. Tremplin pour les jeunes chercheurs et chercheuses françaises vers le RC. Ça fait partie, c'est constitutif de texte et de nos attentes. Pour les candidats, il faut que ce soit donc des docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 10 ans, soit après le 1er janvier 2014, sauf dérogation. Il y a quelques dérogations, on pourra répondre si vous avez des questions à ce sujet. Au maximum, 5 ans après la prise de fonction au sein d'un organisme ou d'un établissement de recherche, après le 1er janvier 2019, et ouvert uniquement aux titulaires d'un CDD ou d'un CDI couvrant la durée totale du projet. On va peut-être expliciter un peu cela. Tous les chercheurs qui ont un poste statutaire public, il n'y a aucun souci, c'est naturel. Mais dans certains établissements, ces postes-là n'existent pas réellement. Et donc, si on a des chercheurs qui sont bénéficiaires d'un CDI qui dure au moins la durée du projet, eh bien, ils sont quand même éligibles, peuvent quand même déposer des projets JCJC. Le financement concerne l'équipe du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse, un seul partenaire bénéficiaire de l'aide. Des collaborations avec des chercheurs et chercheuses d'autres établissements sont néanmoins possibles, mais encore une fois, c'est l'autonomie du chercheur qui est recherché, de ce jeune chercheur qui est cherché, donc c'est lui qui est responsable. Et c'est normal qu'il se fasse aider par d'autres. Si la collaboration est beaucoup plus importante, eh bien, il ne faut pas déposer le JCJC, il faut déposer un PRC. Le financement au titre du JCJC ne peut être obtenu qu'une seule fois au cours de la carrière à partir de l'édition 2022, donc ça continue bien sûr maintenant. Donc c'est vraiment, on peut obtenir un JCJC pour acquérir cette autonomie. Après, on considère que l'effort a été fait et après, il y a d'autres instruments pour pouvoir candidater. Les projets de recherche mono-équipe PRME, l'objectif c'est de soutenir les projets ambitieux au caractère novateur remarquable, porté par la ou le responsable d'une équipe constituée et pérenne. Une forte implication du coordinateur ou de la coordinatrice est vraiment exigée, à minima 40% de l'ETPR. Et à minima également, en termes de personnel fourni par l'institution de recherche, 1,5 ETPR au minimum. Le financement, c'est encore une fois le financement de l'équipe du coordinateur ou de la coordinatrice. Un seul partenaire bénéficiaire de l'aide, pas de partenariat, mais là aussi, des collaborations avec des chercheurs et chercheuses d'autres établissements sont possibles. Pas de changement de coordination en cours de projet, donc c'est quand même un projet d'équipe majeur,
si ce n'est pas un projet collaboratif avec des poids presque équivalents entre les différents partenaires. Cet instrument concerne tous les laboratoires d'organismes ou d'établissements de recherche et de diffusion des connaissances éligibles au financement de l'ANR. Les projets de recherche collaboratifs, PRC, qui, il faut le reconnaître, au sein de la APG, c'est l'instrument qui est le plus important en termes de nombre de projets financés chaque année au sein de la APG, favoriser l'excellence scientifique et le développement des concepts novateurs, mise en commun de compétences pour atteindre les objectifs scientifiques d'un projet de recherche, facilite l'interdisciplinarité selon les thématiques abordées, bien sûr, les attentes, originalité et excellence scientifique, plus-value de la collaboration pour atteindre des objectifs communs. Là aussi, concerne tous les laboratoires d'organismes ou d'établissements de recherche et de diffusion des connaissances éligibles au financement de l'ANR. Comprend toutes les formes de collaboration de recherche autres que celles concernées par les PRCE et les PRCI qu'on va voir tout de suite. Projet de recherche collaborative avec entreprises, PRCE, nouveaux axes de recherche pour des laboratoires d'organismes ou d'établissements de la recherche et de diffusion des connaissances éligibles au financement de l'ANR en lien avec le secteur privé. Donc ça permet de favoriser l'innovation au sein des sociétés conduisant des travaux de recherche et développement. Les attentes, il faut un réel partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'il faut que dans le consortium qui dépose le projet, il faut qu'il y ait une entreprise. Et cette entreprise est normalement bénéficiaire d'une subvention. La collaboration doit être effective. La prestation de service n'est pas concernée. Si vous avez un projet de recherche collaborative dans lequel c'est uniquement une prestation de service qui a lieu par l'entreprise, à ce moment-là, il faut déposer un PRC, c'est possible, mais c'est un PRC, ce n'est pas un PRC. Partage de compétences. Donc, encore, comme je l'ai déjà dit, au moins un laboratoire de recherche académique ou assimilé français doit être identifié dans le consortium, mais il faut également la présence d'entreprises. Si je casse tout, ça ne va pas aller. Puisqu'on est sur les PRCE, il y a une question relativement au cofinancement par la DGOS. Est-ce qu'il est possible qu'un PRCE soit cofinancé par la DGOS dans le cas où un CHU est impliqué? Alors là, je n'ai pas la réponse immédiate. Ce que je propose, on a des contacts, il y a des points de contact dans le texte de la APG. Ce que je vous conseille, c'est d'envoyer un mail aux CPS qui sont concernés par les axes auxquels vous pensez. Et autrement, le responsable du département que vous devez avoir aussi quelque part, qui est Philippe Bouvet, vous pouvez y envoyer un mail. C'est lui qui gère cet aspect-là du cofinancement par la DGOS. Je n'ai pas de réponse précise. La question, il n'y aurait pas d'entreprise, je vous répondrai facilement. Avec l'entreprise, je n'ai pas nécessairement la réponse précise en tête. Et pour en finir avec les PRCE, est-ce que l'entreprise doit être forcément française sur un PRCE? L'entreprise doit être française. Oui, enfin, l'entreprise doit être française. En tout cas, il faut qu'elle ait un siège en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise étrangère qui a une filiale en France. C'est éligible. Malgré tout, de toute façon, tous les PRCE sont soumis aux fonctionnaires sécurité défense, parce qu'il faut s'assurer que le travail de recherche qui va être développé, s'il conduit une propriété intellectuelle, s'assurer que le partage est bien fait, etc. Et donc, dans certains cas, vous avez des entreprises qui sont françaises, mais finalement dont les actionnaires sont étrangers. Si c'est des actionnaires européens, en général, il n'y a absolument pas de problème. Si maintenant c'est des entreprises outre-mer, on va dire caricaturées, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais d'entreprises chinoises, on aura quand même plus d'interrogations sur le partage correct de la propriété intellectuelle. Et là, ça peut générer des soucis ou du moins des recommandations, ou une protection accrue des résultats des travaux qui vont être produits. Donc là, il y aura une analyse à faire pour pouvoir le faire. Mais oui, c'est ouvert à des entreprises étrangères, européennes, mais normalement avec une localisation en France, avec une filiale en France. Je continue. Vas-y.
On fera les questions après. Projet de recherche collaborative à l'international PRCI. Donc, le principe, c'est des accords bilatéraux avec des agences de financement étrangères entre l'ANR et des agences de financement étrangères. Chaque agence finance ses équipes nationales. Et l'objectif, c'est de faciliter les collaborations entre les équipes de différents pays. Les attentes, c'est une collaboration équilibrée. Ça ne veut pas dire 50-50, on est bien d'accord. Mais malgré tout, que ce soit équilibré, comme le nom l'indique. Implication des coordinateurs, coordinatrices scientifiques dans chacun des pays. Attention, dans ces projets PRCI, il y a 2 coordonnateurs. Il y a un coordonnateur français et un coordonnateur étranger. Donc ça compte, quand on obtient un PRCI, ça compte comme une coordination pour les règles d'éligibilité. Il faut évidemment mettre en valeur la plus-value scientifique de la collaboration bilatérale. Les modalités de soumission sont particulières, mais depuis le début, ça n'a pas changé. Enregistrement en étape 1, sauf si on a une évaluation avec lead externe. Je vais revenir sur ces définitions de lead. Le dépôt du projet complet en étape 2. Et la sélection est opérée par pays en lien avec l'agence étrangère. Donc, vous avez dans l'encadré en haut à droite les pays qui sont ouverts à ces collaborations bilatérales. Ces pays sont mentionnés. Dans certains cas, c'est valable toutes disciplines confondues. Dans d'autres, c'est restreint à quelques axes scientifiques. Là, je vous renvoie vers le texte de l'AAPG et le texte du plan d'action où il y a déjà un tableau qui précise, mais ce n'est pas ouvert partout et pour tout. Les pays qui sont en rouge, cela indique que l'évaluation des projets se fait sous le processus de lead agency et que c'est l'ANR qui évalue les projets. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation lead agency? C'est que les 2 agences qui sont impliquées dans le processus de sélection se font confiance. Et quand on se fait confiance, on considère que l'évaluation qui est réalisée par un pays est valable pour l'autre agence, par une agence, est valable pour l'autre agence. Et donc, dans la majorité de ces pays, c'est souvent alterné, c'est-à-dire une année, c'est l'ANR qui fait l'évaluation, l'année suivante, c'est l'agence étrangère qui fait l'évaluation. Donc, cette année, ce qui est en rouge, vous voyez, Allemagne, Autriche, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Québec et Suisse. Sur ces appels-là, vous avez, donc c'est donc l'ANR qui va réaliser l'évaluation. Alors pour certains pays, en fait, on fait l'évaluation, c'est tous les ans, c'est l'ANR qui fait l'évaluation. Le Brésil, FACEP, PAPEL, CP, le Luxembourg, c'est toujours nous qui faisons l'évaluation. Pour les autres pays, c'est en général alterné. Vous voyez que les États-Unis apparaissent également en lead agency étranger parce qu'on a des spécialités ou des thématiques scientifiques pour lesquelles l'année prochaine, c'est les États-Unis qui font l'évaluation et pour d'autres, c'est nous qui le faisons. C'est pour ça que vous retrouvez les États-Unis dans les 2 catégories, lead ANR, lead étranger. Enfin, il y a 2 pays asiatiques qui sont en vert, Hong Kong et Taïwan, pour lesquels on fait une double évaluation. Chaque agence fait une évaluation et ensuite on fait une confrontation de nos évaluations pour sélectionner des projets de façon commune, bien sûr. Là, je vais m'arrêter là, puisque je vais laisser la parole, mais je voulais juste dire, en ce qui concerne les axes scientifiques, vous aurez une série, vous avez des présentations qui sont déjà disponibles de description des axes, des présentations PowerPoint, et vous aurez des ateliers de questions-réponses pour répondre à vos questions grand domaine par grand domaine. Donc, je vous renvoie vers le programme des webinaires. De la même façon, sur les engagements de l'ANR, lundi. Il y a un webinaire lundi. Donc, voilà, c'était juste pour reprendre ce webinaire d'introduction ne répond pas à toutes les questions. Et donc, voyez dans le catalogue qui vous est offert ce qui vous est utile pour approfondir les questions. On ne pourra pas répondre à tout aujourd'hui. Oui, c'est important. Et de la même manière, il y a un webinaire dédié au règlement financier qui est très important. Alors bien sûr, là, il y a quelques questions, mais il y a vraiment beaucoup de questions qui trouveront de manière certaine réponse dans ces webinaires, qui peuvent aussi trouver réponse dans la FAQ qui est mise à disposition, les FAQ qui sont mises à disposition sur le site
de l'ANR et également dans le texte même de l'appel à projet ou des appels à projets qui sont lancés. Néanmoins, ça peut être intéressant de répondre à certaines questions. Au début, par rapport au plan de gestion des données, il y a eu des questions sur comment est-ce qu'on fait pour construire un plan de gestion de données. Il y a un formulaire qui est mis à votre disposition également sur le site de l'ANR, mais vous avez des politiques d'établissement qui sont définies parce qu'il y a obligation pour tous les établissements et organismes de recherche d'avoir une politique bien définie par rapport à la gestion des données. Et donc, on vous invite aussi à vous appuyer sur cette politique et sur les documents qui, on n'en doute pas, ont certainement dû être mis à disposition des équipes de recherche pour pouvoir élaborer leur plan de gestion de données tel que c'est effectivement attendu. Mais vous avez un formulaire qui est mis à votre disposition également par l'ANR, que vous pouvez tout à fait suivre et qui suit tout à fait les logiques qui ont été élaborées dans le cadre des politiques de sciences ouvertes et d'intégrité scientifique. Il y avait une question sur... mais concrètement, ça veut dire quoi les priorités nationales? Est-ce que ça veut dire financement supplémentaire? Alors, on n'a pas redit, c'est vrai que l'appel à projet générique, pour nous, c'est un appel blanc. C'est-à-dire que tout projet, dans toute thématique, y compris les disciplines rares, doit trouver un endroit, un axe où il peut être déposé. Donc, l'ensemble des 57 comités doit couvre tous les domaines. Alors, la question, c'était sur les priorités. Alors, pour les priorités, ces projets-là sont évalués, tous les projets qui correspondent à la priorité sont évalués normalement, et certains sont sélectionnés en liste principale, d'autres se retrouvent en liste complémentaire. Et à chaque priorité, cela veut dire qu'il y a un budget qui est réservé pour chacune de ces priorités et qui permet de financer quelques projets supplémentaires sur les listes complémentaires. Donc ça renforce le nombre de projets qu'on va financer au global dans ce domaine. Mais il y aura également des projets de ces thématiques qui sont financés à travers les listes principales. C'est pas exclusif. C'est juste un complément budgétaire qui permet d'accentuer le nombre de projets financés sur ces priorités. Alors, d'autres questions? Oui, sur le guide de l'appel à projet générique, il est demandé quand est-ce qu'il allait être publié. Donc ça, c'est... Vous avez c'est imminent, c'est quasiment prêt. Je sais qu'il est prêt, mais vous allez l'avoir très très bientôt. On a parlé de la date d'ouverture du site de dépôt, non, c'est plus loin? Non, on ne l'a pas encore mentionné. Effectivement, on a une date de clôture de l'appel à projet générique qui est fixée au 15 octobre. À 17h, heure de Paris, et une date d'ouverture du site de dépôt qui est espérée au 10 septembre, mais qui peut fluctuer néanmoins en fonction des contraintes informatiques, on va dire. Donc ça peut être le 11, mais on espère bien que ce sera le 10. Voilà, le 10 septembre. Alors, si on veut revenir rapidement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions encore une fois. Qui peut coordonner un projet PRME? Ça, je pense que c'est important de le rappeler ici. Pour coordonner un projet PRME, il y a des secteurs scientifiques dans lesquels ça ne pose aucun souci puisque l'organisation des laboratoires se fait avec des équipes de recherche. Donc pour cela, avec des équipes de recherche. Donc dans ces équipes, dans ce cas-là, c'est assez simple. Pour la majorité, c'est assez simple. C'est les responsables d'équipe qui peuvent candidater. Il y a des structures, des organisations de recherche qui sont différentes, avec des unités qui peuvent avoir, on va dire, une quarantaine de chercheurs ou de scientifiques, et dans lequel il n'y a pas d'équipe clairement identifiée. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué. Donc dans ce contexte-là, on peut créer une équipe ad hoc pour ce projet-là, et
au sein d'une même entité, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, il faut que les chercheurs appartiennent à la même entité et ils font partie de l'équipe projet, de l'équipe de ce projet avec un porteur pour ce projet. Alors, je rappelle qu'après, il y a d'autres règles d'éligibilité parce qu'on ne peut pas être dans plusieurs PRME, etc. Mais on va simplifier. Mais en tout cas, on sait que ça peut poser un problème. Il y a des domaines scientifiques où c'est assez simple. Mais même là où c'est simple, il peut y avoir des cas d'espèces. Et donc, on accepte qu'il y ait une équipe qui ait été constituée particulièrement juste pour pouvoir réaliser le projet qui est envisagé. Mais normalement, tous les chercheurs appartiennent à la même entité de recherche. Il y a une question, je me permets d'apporter une réponse parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement et comme on gère le comité de suivi de projet, on voit pas mal de ce genre de modifications. La question concerne le changement de statut entre actif et émérite en cours de projet et savoir si ça c'est possible pour l'ANR. L'ANR, oui, mais il faut voir, là pour le coup ça dépend vraiment des politiques d'établissement. Là encore, il y a des établissements ou des organismes qui n'autorisent pas à ce que des émérites soient porteurs de projets, coordinateurs de projets. Donc, à vérifier auprès de vos établissements. Pour ce qui est d'un projet qui comporterait un partenaire mais qui ne s'inscrirait pas dans une thématique pour laquelle il y a des accords bilatéraux avec le pays, par exemple le Canada, est-ce qu'il est possible de déposer ce projet non pas en PRCI, mais en PRC? La réponse est oui, effectivement. Si ce partenaire est un partenaire public en PRC, et si c'est un partenaire oui, non, de toute façon, un PRC est tout à fait approprié. Ce qu'il faut rajouter, c'est que si vous déposez un PRC avec une équipe étrangère, qui n'est pas dans la liste, donc ne correspond pas à un PRCI, ce qu'on va vous demander, c'est que l'équipe étrangère assure qu'elle a les fonds propres pour pouvoir assurer le développement de la recherche de sa partie. Parce que comme il n'y a pas de subvention de recherche pour l'équipe étrangère, il faut qu'elle puisse assurer la partie de projet qu'elle s'engage à réaliser. Donc là, il y a un minimum de contrôle. Ok. Émilie, je te laisse parcourir. Je pense qu'il y a pas mal de réponses qui vont venir après. C'est ça. On va certainement répondre à beaucoup de... Ouais. Parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on va répondre. Tout à fait. Alors, on va poursuivre et puis on refera un petit point sur les questions après quelques slides, si j'arrive à les faire passer. Attention, parce que ça va aller très vite. Voilà. Donc, on va aborder les questions d'éligibilité. Donc, ça, c'est effectivement un point important, comme le disait Dominique. Alors, relativement au consortium, donc, le porteur ou la porteuse de projet doit être une personne titulaire d'un CDI ou d'un CDD qui couvre la totalité de la durée du projet proposé et qui appartient à un laboratoire, organisme ou établissement de recherche et de diffusion des connaissances qui sont éligibles au financement de l'ANR. Tous les consortia, que ce soit PRC, PRCE et PRCI, doivent faire intervenir au moins un laboratoire d'organisme ou établissement de recherche et de diffusion des connaissances éligibles au financement de l'ANR. Un petit rappel, en cours de processus d'évaluation, le coordinateur ou la coordinatrice du projet, l'instrument de financement et le comité d'évaluation défini lors du dépôt de la pré-proposition et de l'enregistrement pour les PRCI ne peuvent pas être modifiés en cours du processus de sélection de l'appel à projet. Ça, c'est vraiment important de bien définir l'instrument de financement qui est le plus approprié pour servir votre projet et vous permettre sa conduite. L'axe scientifique dans lequel il s'insère, parce que c'est, on va y revenir, un critère d'évaluation de l'étape 1, et de bien définir le coordinateur ou la coordinatrice
de ce projet, s'assurer que cette personne est au courant, parce que parfois on a des petites surprises, des personnes qui sont désignées dans des projets et qui ne sont pas au courant. Donc veillez quand même à ce que tout se fasse dans le respect des uns et des autres. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Et surtout, c'est que on ne peut pas changer en étape 2, donc c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, la suite. Relativement à l'implication, un chercheur ou une chercheuse ne peut soumettre qu'un seul projet en tant que coordinateur ou coordinatrice et ne peut être impliqué comme coordinateur, coordinatrice ou responsable scientifique d'un partenaire de projet dans plus de 3 projets déposés à l'ANR dans le cadre de l'appel à projet générique 2025 et dans le cadre du programme FRAL SHS du plan d'action 2025. Bon, ça, c'est des règles d'éligibilité qui existent depuis fort longtemps sur l'APG. Une coordinatrice ou un coordinateur d'un projet financé à l'édition 2024 de l'appel à projet générique ne peut déposer un projet en tant que coordinateur ou coordinatrice à l'édition 2025. Il peut néanmoins être responsable scientifique d'un partenaire ou participer à un projet PRC, PRCE ou PRCI déposé à l'édition 2025. Pour ce qui concerne les JCJC qui sont en cours de financement, ils ne peuvent être coordinateurs ou coordinatrices d'un autre projet de l'appel à projet générique ou du FRAL, SHS, pendant la durée du projet JCJC. Et un projet JCJC ne peut être obtenu qu'une seule fois dans sa carrière. Ça a déjà été souligné tout à l'heure. En revanche, un jeune chercheur ou une jeune chercheuse peut tout à fait participer à un projet PRME, PRC, PRCE, PRCI ou à un projet déposé dans le cadre du franco-allemand SHS. Alors rapidement, quelques informations sur le processus d'évaluation et de sélection. Donc ce processus, il est basé sur 2 étapes. La première étape, donc la sélection se fait sur la base d'une pré-proposition de 4 pages, et ça c'est important de bien les respecter. Il faut savoir que nous recevons entre 6 et 7 000 pré-propositions, et que aux alentours de 45% de ces pré-propositions seront... on est presque à 50 maintenant, mais sont invités à passer en étape 2. Les projets qui ont été classés en liste complémentaire sur l'édition 2024 et qui n'ont pas obtenu de financement sont directement qualifiés en étape 2 de l'appel à projet générique 2025. Mais ils doivent néanmoins déposer en étape 1 une pré-proposition qui comporte le même acronyme, le même coordinateur ou même coordinatrice, et qu'on présentait un consortium globalement identique, comparable, ça peut un peu changer, mais globalement, c'est le même projet qui passe en étape 2 directement pour l'édition 2025. Donc ça répond à des questions qui avaient été déposées dans le chat aussi. En cas de redépôt, vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle l'effet mémoire, c'est-à-dire que sera transmis au comité d'évaluation les évolutions du projet entre les 2 éditions. En étape 2, On demande au porteur. Oui, on demande au porteur de préciser, aussi quand il coche la case mémoire, on vous demande de préciser l'évolution. Évidemment, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé entre les 2 éditions. En étape 2,
La sélection se fait sur la base d'une proposition détaillée de 20 pages. L'évaluation est réalisée par des membres de comité, puis par des experts qui sont externes au comité. L'objectif est d'avoir 2 expertises par projet. Les membres de comité qui évaluent en étape 2 sont globalement les mêmes que ceux qui ont évalué en étape 1. Il y a des évolutions à la marge. Un évaluateur peut être différent si on se rend compte qu'il y a un axe développé dans le projet qui n'apparaissait pas dans la pré-proposition, mais qui se présente comme étant très important en étape 2 dans la proposition À la détaillée. deuxième étape, on a 2 experts externes et 2 membres de comité en moyenne. Alors, normalement, c'est 4 personnes. Normalement, c'est 4 personnes différentes qui voient le projet d'étape 2. Et il y a une discussion, des débats ensuite au sein des comités. Lorsque nous recevons les expertises externes au comité, celles-ci vous sont envoyées et vous disposez, coordinateurs et coordinatrices de projet, d'une semaine pour adresser une réponse à ces expertises si vous constatez qu'il y a des erreurs d'interprétation de votre projet ou de partie de votre projet. C'est important d'exercer ce droit de réponse parce que cela permet aussi d'éclairer le comité d'évaluation qui se base pour rendre son rapport et prendre une décision, enfin établir une liste qu'il propose à l'ANR. Il se base bien sûr sur les expertises reçues, sur les évaluations des 2 membres de comité, mais également sur les réponses que vous avez pu adresser à la suite de ces expertises. Normalement, on attend uniquement des corrections ou exprimer des divergences d'interprétation de ce qu'ont dit les experts. Il n'est pas question de rajouter des informations supplémentaires qui n'étaient absentes de votre projet initial. Et si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous utilisez votre droit de réponse sans commentaire particulier. Ce n'est pas la peine d'écrire 2 pages en disant que vous êtes content de ce qu'ont fait les rapporteurs externes. Alors, les critères d'évaluation, maintenant, ces critères sont différenciés entre l'étape 1 et l'étape 2. Il y a uniquement 2 critères en étape 1 et 3 principaux critères en étape 2. Et bien sûr, à chaque fois, il y a des sous-critères aux 2 étapes. Et ces sous-critères qui sont détaillés dans le formulaire qu'on met à votre disposition pour le format des pré-propositions et propositions détaillées. Ces sous-critères sont précisés et ils sont là pour vous guider et guider autant le déposant de projet que l'évaluateur des projets. On va les regarder ensemble. Lors de l'étape 1, le critère relatif à la qualité et à l'ambition scientifique est discriminant, c'est-à-dire qu'il faut avoir obtenu absolument la note de A à ce critère pour pouvoir être invité à passer en étape 2. Donc ces critères n'ont pas évolué, connu d'évolution par rapport à l'édition 2024. Ce sont les mêmes. Pour l'étape 1, le critère 1, qualité et ambition scientifique, bien sûr, hein, ça concerne l'ensemble des instruments de financement qui sont évalués à l'étape 1, PRCE, PRC, PRME et JCJC. Ce critère 1 concerne la qualité et l'ambition scientifique, c'est-à-dire qu'on attend ici les objectifs et les hypothèses de recherche, et bien sûr qu'ils soient exprimés de manière très claire et convaincante, et surtout qu'ils se situent dans l'état de l'art, qu'ils se situent bien dans l'état de l'art et qu'on voit le caractère novateur et la plus-value de cette recherche qui soit proposée, donc l'ambition scientifique. Qu'il soit, et là c'est un critère d'étape 1, qu'il soit en adéquation au périmètre de l'axe dans lequel vous l'avez inscrit, hein, et à cet axe scientifique correspond, on le rappelle,
un comité d'évaluation scientifique. Donc si le comité estime que votre projet ne rentre pas du tout dans le périmètre de l'axe scientifique et donc du comité, eh bien, il sera rejeté. Le deuxième critère concerne l'organisation et la réalisation du projet. Et là, sera regardé si toutes les compétences sont réunies dans le projet de manière à pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc pour les projets collaboratifs, bien sûr, et regarder la qualité du consortium et la complémentarité de ce consortium. Pour les PRME, c'est la qualité et l'expertise de l'équipe de recherche qui est impliquée, qui est regardée. Et pour le JCJC, ce qui là est important, c'est l'apport du projet par rapport à la prise de responsabilité du coordinateur ou de la coordinatrice et à sa prise d'autonomie dans le développement de sa thématique, comme cela a déjà été dit précédemment. Pour l'étape 2, l'adéquation au périmètre de l'axe scientifique est évaluée là pour les PRCI et uniquement pour les PRCI, hein, puisque les autres, ça a déjà été évalué en étape 1. Et donc les projets qui n'auraient pas été en adéquation auront été écartés. On retrouve néanmoins ce critère qualité, ambition scientifique, où là, puisque c'est un document de 20 pages, vous avez possibilité de vraiment approfondir l'état de l'art, de le préciser et de préciser aussi l'ambition et l'adéquation et la pertinence des méthodes que vous comptez mettre en œuvre. Et c'est là aussi, j'ai mis un petit point d'attention. C'est là aussi où est regardé si la dimension sexe et au genre est bien prise en considération lorsque cela est pertinent. Hein. Si vous travaillez sur la planétologie, bien entendu, ça n'a pas trop de pertinence a priori. Mais en tout cas, que vous ayez montré que vous ayez eu cette démarche lorsque cela est pertinent, d'avoir considéré cette dimension, de l'avoir interrogée. Le deuxième critère concerne à nouveau l'organisation et la réalisation du projet, avec toujours un regard sur les compétences, l'expertise et l'implication du coordinateur ou de la coordinatrice, la qualité du consortium. Pour les PRCI, la complémentarité, la plus-value de cette collaboration à l'international. L'apport du projet, toujours par rapport à la prise de responsabilité pour les JCJC, l'expertise de l'équipe pour les PRME. Donc ça, c'est comme pour l'étape 1. Et puis, un sous-critère qui apparaît en étape 2 et qui est important, c'est l'adéquation des moyens mis en œuvre et demandés par rapport aux objectifs du projet. Et donc, là, c'est la question du budget. Donc, je rappelle que le budget n'est pas du tout évalué en étape 1. Que l'aide qu'on vous demande de préciser sur le site de dépôt est une information qui n'est destinée qu'à l'ANR, de manière à de faire une projection quand même sur le budget global demandé sur l'appel. Mais ça n'est absolument pas porté à la connaissance des évaluateurs lors de l'étape 1. Donc, s'il vous plaît, ne le mentionnez pas dans la pré-proposition. Ça peut induire un biais dans l'évaluation si cet élément-là est porté à la connaissance des évaluateurs pour certains projets et pas pour d'autres. Donc, c'est en étape 2 qu'il faut présenter son budget. Et là, on vous invite vraiment à vous rapprocher des services dédiés dans vos établissements et organismes pour construire ce budget sur la base d'éléments qui sont solides et qui correspondent bien aux politiques, aux règlements de vos établissements, de manière à ce qu'il n'y ait pas de variation trop de variations
et surtout que ce budget ne soit pas surestimé ou sous-estimé aussi, parce que, encore une fois, c'est un critère d'évaluation. Dominique, je tu rajouterai veux... un petit point. Oui, dès l'étape 1, on vous demande de nous préciser le montant du budget que vous envisagez, mais il faut qu'il soit assez précis, puisque en étape 2, vous ne pourrez pas augmenter ce budget de plus de 7%. Donc, dès la première étape, il faut que vous ayez une idée assez précise du budget dont vous avez besoin. Et enfin, troisième critère qui est donc introduit lors de cette deuxième étape, c'est un critère portant sur l'impact et les retombées potentielles du projet. Alors par l'impact, bien entendu, on entend l'impact scientifique, premièrement, et potentiellement, il peut y avoir aussi des retombées dans le domaine économique, social ou culturel. Et donc, c'est effectivement de bien penser aussi à préciser quelles sont, selon vous, les retombées que pourrait avoir votre projet. Et ça, c'est important. Alors, c'est pas... ce qui n'intéresse pas les comités d'évaluation, c'est de retrouver des petits paragraphes qu'on peut retrouver partout dans les projets. C'est vraiment important que l'on pense aussi aux applications que pourrait avoir, aux retombées que pourrait avoir l'application des résultats de recherche qui sont escomptés. On a bien marqué impact potentiel dans les domaines économiques, social ou culturel et impact scientifique. Dans certains cas, si l'impact scientifique est largement suffisant, on n'est pas obligé d'avoir un impact économique. Et puis surtout, essayez pas à chaque fois de trouver un impact économique, un impact social, un impact... Ça dépend bien sûr du projet que vous développez, et les experts connaissent la recherche et sont capables de voir si effectivement il y a des endroits, il y a un impact potentiel ou pas. Donc c'est pas une obligation de chercher pour les 4 types d'impact si ça s'applique ou pas à votre projet. L'important, déjà pour commencer, c'est qu'il y a un impact scientifique, à mon sens. Donc, pour résumer, les petits points d'attention avant de déposer une pré-proposition. Bien réfléchir au coordinateur, à la coordinatrice qui portera, qui coordonnera, qui gérera tout au long du projet la conduite. Et petit point aussi d'attention, plus vous avez de partenaires et plus la coordination est chronophage et peut parfois être un peu plus compliqué, surtout s'il y a des partenaires qui sont assez éloignés géographiquement. Donc il faut avoir une disponibilité suffisante pour pouvoir avoir l'implication suffisante dans le projet. Donc bien réfléchir au choix du coordinateur, de la coordinatrice, de l'axe scientifique, j'ai largement insisté, et de l'instrument de financement. Vérifier également l'engagement des participants au projet, ce qu'on a évoqué rapidement, s'assurer que tout le monde est bien au courant qu'ils sont impliqués dans le projet que vous voulez déposer. Vérifier aussi avec eux qu'ils n'ont pas de contraintes en termes de limitation d'implication au regard des règles d'éligibilité que nous avons présentées. Et enfin, ce que Dominique a dit, assurez-vous aussi qu'il n'y ait que votre montant d'aide demandé dès la première étape soit déjà suffisamment objectivé par une construction de budget auprès des services dédiés dans vos établissements, j'insiste, parce que ça ne pourra pas varier au-delà de 7% pour l'étape 2. Si c'est une diminution du budget, est-ce que ça peut être de plus de 7%? Oui. C'est 7% max à la hausse, mais en cas de diminution, ça peut être plus de 7%. La question nous est posée. Donc, est-ce que c'est la variation à la hausse et à la baisse, ou est-ce que c'est qu'à la hausse de plus de 7%? Normalement, c'est aussi bien à la hausse comme à la baisse. Voilà. Aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est ça. 7%, faut pas. C'est ce qu'on attend. Il y a quelques exceptions qu'on peut envisager, c'est-à-dire que, si je me rappelle bien, entre l'étape 1 et l'étape 2, il peut éventuellement, la nature du consortium peut changer. On peut avoir
un partenaire en plus. Il faut que ce soit bien Motivé, etc. Éventuellement, ça peut être un des éléments qui constitue une exception à cette règle des 7%. Mais en dehors de ça, normalement, voilà, on est à peu près dans cette logique-là. Je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important pour nous, mais c'est aussi important pour les déposants de savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. Puisqu'il y a eu une question tout à l'heure, la langue de dépôt, vous pouvez tout à fait déposer une préproposition rédigée en français. Sachez néanmoins que nous faisons aussi appel à des membres de comité ou des experts externes qui ne sont pas francophones, et on sera du coup dans l'obligation de vous demander de fournir une version anglaise dans des délais parfois très contraints, très restreints. Donc oui, vous pouvez déposer en français selon les disciplines, les communautés scientifiques. Hein, on a des habitudes qui sont différentes, hein, des pratiques un peu différentes. Il y a des disciplines où la langue de rédaction est toujours l'anglais. Mais surtout la langue de discussion dans les comités est l'anglais. Donc voilà, il faut quand même prendre ça en compte. Hein. Donc, c'est possible de déposer, que ce soit en français ou en anglais, sachant qu'on peut demander une traduction anglaise, tout comme on peut aussi être amené à faire une demande de traduction en français, parce que, encore une fois, c'est très discipline dépendant. Absolument. Il y a des questions sur le budget moyen. Est-ce qu'il y a un budget Alors, premièrement, à mon avis, tous les auditeurs le savent, suivant la thématique ou la discipline scientifique dans laquelle vous travaillez, eh bien, le coût de la recherche n'est pas le même d'une thématique à l'autre, d'une discipline à l'autre. Donc, donner un budget moyen, on va donner un chiffre. Un budget moyen à la APG, on l'a, le chiffre, il est autour de 400, 450 kg. Mais si vous avez un projet JCJC, il n'y a qu'une équipe, bien, le budget, ce n'est pas le même que si vous avez un PRC avec 3 équipes. Si vous travaillez, vous faites de la culture cellulaire qui est chère, ou que vous utilisez des instrumentations ou des prestations de services qui sont élevées, bien, le budget augmente énormément. Si vous faites des mathématiques, dans certains cas, vous avez besoin d'un crayon et d'un papier, je caricature. Dans d'autres cas, vous avez besoin d'instruments informatiques, même pour faire des mathématiques. Donc c'est difficile. Un budget moyen, ça veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Les éléments au sujet des budgets moyens, on ne va pas vous les donner aujourd'hui. Lorsque vous avez la présentation des axes scientifiques qui sont donnés dans les présentations qui sont disponibles sur le site de l'ANR et dans la session des questions-réponses, par axe scientifique, on a défini les fourchettes budgétaires pour chacun des axes en moyenne. Donc là, normalement, c'est en partie disponible sur le site. On ne va pas faire les 57 axes, ce n'est pas possible. Mais encore une fois, il ne faut pas se baser sur un budget moyen. Si vous avez un PRC avec 7 ou 8 équipes, ce qui arrive de temps en temps, et puis un JCJC où il n'y a qu'une équipe, évidemment, le budget ne sera pas le même, par exemple, rien que ces éléments-là. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne approche, mais allez voir ce qu'il y a dans les différentes présentations de chaque axe. Ça vous donnera une idée des variations potentielles qui sont envisageables. Il y avait des questions sur ceux qui sont en liste complémentaire 2024. C'est quoi la question? Savoir comment ça se passe et ce qu'ils doivent redéposer. Alors, on va le redire. Sur les... Non, mais c'est de toute façon... Non, mais c'est la question, la vraie question, elle n'est pas là. C'est ceux qui sont en liste complémentaire et qui n'ont pas encore de réponse. J'ai bien compris que c'était ça. La réponse, elle peut arriver chaque année. Le dernier projet de liste complémentaire qu'on prend, ça peut arriver jusqu'à fin décembre. Donc, suivant les reliquats budgétaires qu'on a, ça peut arriver jusqu'à fin décembre. Donc, tant que vous n'avez pas de réponse, vous faites comme si vous n'avez pas eu le projet.
Et puis, si jamais le projet, vous l'avez obtenu, on l'enlèvera. Mais en plus, pour ceux qui sont en liste complémentaire, vous avez juste à vous enregistrer, à refaire une pré-proposition, puisqu'il n'y a pas d'évaluation de la pré-proposition. Donc, enregistrez-vous. Et puis, si par chance vous êtes financé, bien, on enlèvera l'enregistrement. C'est la façon la plus simple de répondre. On aura les derniers retenus, on n'aura pas la réponse avant la clôture de l'appel. Moi, je vois qu'il y a une question à laquelle je souhaite répondre. Est-ce que la dimension sexe ou genre concerne aussi l'équipe 50% de femmes, 50% d'hommes? Alors, la dimension sexe ou genre dans le contenu même de la recherche, non, ça ne fait pas référence à ces histoires de parité dans les consortia. Dans l'équipe. Ça fait vraiment bien référence à l'approche scientifique et la méthodologie qui est proposée si on a bien pris en compte, mais de la même manière qu'on prend en compte l'âge pour certains projets de recherche, hein, et l'âge est un facteur aussi assez déterminant, le sexe ou le genre peut l'être et peut avoir des conséquences importantes. Relativement à la constitution des équipes et des consortia, on demande dans notre plan d'action 2025, mais comme on le fait déjà depuis plusieurs éditions, à ce qu'une attention soit portée justement à ce qu'il y ait une représentativité qui soit celle de la constitution des viviers dans chacune des disciplines ou des domaines scientifiques. Et je dois souligner, puisque je fais l'observation de comité, que les comités y sont de plus en plus attentifs. Et que des projets qui présentent des consortia composés uniquement d'hommes, mais de la même manière que de femmes, ça interroge, les comités s'interrogent parce qu'ils ont une bonne connaissance justement des équipes, de la composition des équipes de recherche dans les domaines scientifiques concernés. Et donc, si ça n'est pas représentatif, ça peut être quelque chose qui peut discréditer. Mais ce n'est pas un critère. Ça n'est pas un critère, mais néanmoins, ça sera souligné dans le rapport. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté au sein des comités d'évaluation. Et effectivement, on demande, nous, à ce qu'il y ait une attention de portée, bien entendu, et que dans le cadre des projets qui sont financés, que les travaux qui sont produits dans le cadre du projet soient valorisés de la même manière pour ceux qui sont à la fois produits par des hommes ou par des femmes. Une identique visibilité, qu'une identique visibilité de ces travaux soit donnée. Il y a une question. Je voudrais compléter, que tu vas pouvoir toi compléter. Et le genre n'est pas un critère, le genre du porteur n'est pas un critère de sélection du projet. Non. Par contre, que nous, on regarde, on est attentif, qu'il n'y ait pas de biais de sélection pour un genre ou pour un autre au sein de nos travaux de sélection. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y ait pas de distorsion. C'est purement une analyse, on est les témoins, mais c'est quelque chose qu'on regarde chaque année, que tu étudies chaque année. Et c'est quand même, on y prête attention. Voilà. On y prête une très, très grande attention. On publie chaque année un document actualisé sur l'appel à projet générique, notamment. Là, on a publié à l'occasion du 8 mars le document portant sur les femmes et hommes de sciences dans l'appel à projet générique 2015-2023. C'est important pour pouvoir nous débusquer de potentiels biais dans l'évaluation, effectivement, sachant qu'on ne fait pas de discrimination positive à l'ANR et qu'on tient absolument à ce qu'il n'y ait pas de discrimination positive parce que cela comporte des effets pervers et que les femmes préfèrent être sélectionnées sur la base de leurs compétences et de la qualité de leur projet plutôt que parce qu'elles sont une femme. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient vraiment. Mais néanmoins, on fait l'analyse pour débusquer de potentiels biais. Et puis surtout, on publie ces analyses de manière à ce que les communautés puissent s'en emparer aussi
et peut-être renégocier au sein de leur domaine, au sein de leur laboratoire, une autre répartition des responsabilités, puisque c'est vraiment des analyses qui portent principalement sur les coordinateurs et coordinatrices de projets. Donc on peut avoir moins de femmes coordinatrices de projets, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les consortia, mais qu'elles sont moins visibles. La coordination pouvant être attribuée dans certains domaines scientifiques plus favorablement aux hommes. Et donc, c'est aussi pour que les communautés s'emparent de ces résultats et puissent peut-être mettre des actions en place. Au niveau de l'agence, on est les témoins de la structuration par genre de la communauté scientifique. Après, si on veut que ça change, il faut aussi que les établissements, il y ait plus d'accès à des postes de responsabilité pour les femmes dans les organisations de recherche, dans les universités, etc. Et ça, nous, on n'a pas de poids là-dessus. On peut juste être le témoin de ce qui se passe pour les projets de recherche. Il y a une question sur comment on assure la protection des données par des évaluateurs externes, étrangers. La protection, c'est qu'ils ont un engagement de confidentialité. De toute façon, c'est à chaque fois qu'on fait appel à un expert, donc c'est un engagement. Dans les pays anglo-saxons, la notion d'engagement est beaucoup plus forte qu'en France, où les gens ne se sentent pas vraiment engagés quand ils signent quelque chose. Dans les pays anglo-saxons, on a signé quelque chose, c'est vraiment important. Et si jamais on est identifié être en rupture ou menti, vous savez très bien les problèmes que vous connaissez aux États-Unis à un moment ou à un autre, c'est dramatique. Donc voilà, l'engagement, mais c'est l'engagement qui est général au niveau international. Oui, et donc la question n'est pas ne porte pas particulièrement sur les experts étrangers, quoi. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut revenir sur les instruments? Oui, un peu. Sur les PRME, il y a des questions sur l'éligibilité du coordinateur, est-ce qu'il y a des co-coordinations possibles? Qui peut supporter un PRME? Tout ça, oui, toutes les questions qui portent sur les instruments de financement, il y en a vraiment beaucoup. Que ce soit sur les PRME, les PRCE, les JC, enfin tous les instruments. Honnêtement, je vous invite à aller regarder attentivement la FAQ, bien lire l'appel à projet générique. Il y a des questions sur les cumuls, la type avenir, ANR, etc. Toutes ces informations-là sont bien précisées, soit dans le texte de l'appel à projet, soit dans le guide de l'appel à projet qui va être publié d'ici soit la fin de la semaine, début de semaine prochaine au plus tard. Pour répondre à la question sur la codirection d'un PRME, non. Il n'y a pas de codirection de toute façon, quel que soit l'instrument de financement, il n'y a pas de coordination. Sauf pour les PRCI où il y a un coordinateur français et un coordinateur étranger. C'est tout. Combien juste de projets peut-être sont acceptés en liste complémentaire chaque année? Non, ça dépend, c'est variable. Ça dépend d'une part des comités. On est arrivé à des taux de succès, comme vous l'avez vu, autour de 24%. Il y a certains comités qui considèrent que tous les projets qui méritent d'être financés ont été financés. Et dans quelques comités, il y a 0 projet en liste complémentaire. Il y en a d'autres pour lesquels il y a un peu plus de projets et qui pourraient être retenus. Et là, c'est des limitations budgétaires que l'on a. Mais donc ça peut être variable. Là, entre guillemets, dans ce qui a été publié, je crois que c'est entre 0 et 4 ou 5 projets en liste complémentaire. Et dans certains cas, quand il y a 0, c'est parce que le comité, c'est parce que le comité considère qu'on ne peut pas aller plus loin cette année. Donc là, vous sont rappelés les points de contact qui sont indiqués dans le texte de l'appel à projet. Vous avez toujours apg.science@anr.fr pour tout ce qui est d'ordre scientifique. L'adresse qui concerne tous les aspects administratifs et financiers, donc apg.fi. Et pour tout problème technique que vous pourriez rencontrer lors du dépôt, apg.si. Il y a des collègues qui sont derrière ces adresses, il y a des réponses qui sont
données de manière vraiment très rapide et très précise, donc n'hésitez pas. Et puis pour chacun des axes scientifiques, à nouveau, vous avez des points de contact qui sont indiqués. Vous pouvez leur écrire. Bien sûr, ce ne sont pas les collègues qui vont vous dire dans quel axe vous devez déposer votre projet. Seul vous être en capacité de le faire, et encore une fois, c'est un critère d'évaluation. Néanmoins, ils peuvent vous apporter des précisions sur le périmètre de l'axe ou d'un ou plusieurs axes. Et encore une fois, il y a des webinaires des ateliers questions-réponses qui sont programmés. Donc, regardez dans le programme proposé des rendez-vous de l'ANR. Et n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire et vous connecter pour pouvoir poser toutes vos questions sur la base des présentations de ces axes qui sont mis à disposition dès à présent sur le site. Je rajouterais que pour le choix de l'axe, dans ces séminaires questions-réponses et dans les présentations, normalement, vous devez avoir des planches qui vous aident à sélectionner l'axe qui vous convient. En regardant, par exemple, je vais donner un exemple, il y a 3 ou 4 règles, en regardant les membres des comités de l'année précédente, et si vous connaissez personne, il faut vous interroger si c'est vraiment l'axe qui correspond à votre domaine. A priori, vous devez connaître les gens qui seraient dans un comité donné et qui correspondraient un peu au domaine dans lequel vous travaillez. Par exemple, il y a plein d'autres possibilités, mais voilà, vous pouvez avoir des moyens techniques pour essayer de préciser votre axe si ça vous paraît indispensable. Il y a une question intéressante sur l'effet mémoire. Est-ce qu'un projet déposé en 2023, non déposé en 2024, a un effet mémoire en 2025? Est-ce qu'effet mémoire se fait sur plusieurs années? Non. Non. On avance? Oui, c'est pas le journal. Donc, à côté de l'appel à projet générique, les autres appels du plan d'action 2025, les appels tournés vers l'Europe et l'international. Donc, l'ANR soutient la participation des chercheurs français au projet européen. Tremplin ERC, ça permet à des chercheurs qui ont une note A à l'ERC, mais qui ne sont pas financés, d'obtenir un budget qui leur permet, un financement qui leur permet de recandidater l'année suivante. Donc l'engagement qu'ils ont, c'est qu'ils recandidatent à l'ERC l'année suivante, et on a des éléments qui montrent que c'est intéressant. Deuxième appel, l'appel Access ERC en SHS. On a fait le bilan qu'en SHS, le nombre de lauréats ERC en France en SHS était très faible. Et donc cet appel permet le financement de postdoc en France de candidats qui s'engagent à candidater au starting grant de l'ERC dans les 2 ans qui suivent. Et c'est limité au SHS, c'est pas ouvert aux autres disciplines. Sur les 2 autres, MRSEI et CRSEI, donc c'est des instruments qui permettent le soutien de la création de consortiums qui sont dirigés par des Français, des consortiums scientifiques internationaux qui sont coordonnés par des Français, et qui, donc, ça leur permet de structurer leur consortium, de préparer les dossiers de candidature, et c'est pour renforcer, soutenir la présence de coordinateurs français dans les grands appels européens et les appels internationaux. Et puis, nous avons, ça c'est l'attractivité de la France à l'international. Ensuite, le deuxième volet, donc, c'est le soutien de collaboration bilatérale et multilatérale. On a déjà parlé des PRCI. Il y a aussi des appels bilatéraux spécifiques qui sont thématiques et qui existent avec quelques pays. Il y en a prévu l'année prochaine avec l'Allemagne. Je vous renvoie encore sur les textes. Les partenaires, le développement, la mise en œuvre des partnerships Horizon Europe qui sont en train de se déployer actuellement. Donc, on est en pleine phase de croissance. Je ne vais pas décrire les 16 ou 17 partenariats dans lesquels on est impliqué. Et puis, c'est aussi en même temps la fin des partnerships Horizon 2020. Et donc, il reste encore des GPI et des ERANET qui fonctionnent. Et donc, on est en train de laisser les dernières éditions. Dans les 2-3 prochaines années, il y aura encore quelques éditions, mais c'est la fin. On a également des CSA, Coordinated Scientific Action, qui sont des actions coordonnées
financés par la Commission européenne, mais qui, dans certains cas, peuvent lancer des appels via les agences de recherche. Les objets de l'article 185 de la Commission européenne, et puis, par exemple, des appels d'organisations internationales comme le Belmont Forum. Et je rappelle que pour le Belmont Forum, une des co-présidentes du Belmont Forum actuellement est la responsable du département environnement de l'ANR. Sur ce domaine, je ne vais pas aller plus loin, mais il y a un webinaire qui sera entièrement consacré à ce domaine-là au courant septembre. Je crois que c'est vers le 17. Pardon. Les appels centrés sur le partenariat public-privé, on a déjà vu dans la APG les PRCE. On a d'autres instruments qui permettent de promouvoir le partenariat public-privé. Les LabCom, la création de laboratoires communs qui permettent de développer le potentiel de partenariat industriel et ce transfert existant chez les acteurs de la recherche académique vers les PME, les TPE, les ETI et depuis l'année dernière également avec les startups. Les possibilités d'avoir 2 équipes académiques, dont notamment une SHS pour des projets interdisciplinaires associant les SHS, ça nous paraît assez important, mais ça ne se limite pas aux SHS. Là aussi, il y aura d'autres développements que vous pourrez voir dans un webinaire complètement centré sur le partenariat public-privé. Les chaires industrielles, l'ouverture d'une chaire dans un laboratoire public en co-construction avec une entreprise. En général, ces chaires sont dédiées à un domaine stratégique et prioritaire pour les entreprises françaises. Et puis le troisième instrument, qui est un instrument différent, le programme Carnot. Un Carnot, c'est un ensemble d'unités de recherche qui sont associées et dont l'objectif, c'est de signer des contrats avec des entreprises pour développer des projets de recherche avec ces entreprises. Et donc, c'est quelque chose d'important. Il y a 39 Carnot en France. Et il y a un nouvel appel planifié pour 2025 de relabellisation des Carnot existants et puis également l'identification de nouveaux instituts Carnot potentiels. Les appels dédiés à des besoins de recherche spécifiques, là, ce sont des appels qui apparaissent au cas par cas en fonction des besoins. Les challenges, c'est favoriser la levée de verrous scientifiques, technologiques, méthodologiques ou relatifs à des enjeux de société. Et on encourage plusieurs équipes à travailler simultanément sur une même problématique. Et normalement, à des périodes données, on met ces équipes en compétition pour savoir lesquelles arrivent le mieux à passer un verrou technologique. Donc elles sont à la fois en compétition, mais ça peut être aussi une forme de coopération. Donc c'est assez intéressant. Et il y a plusieurs exemples de challenge. On avait le challenge rose pour désherber en intrarang dans les champs et sans utiliser de pesticides évidemment, avec des moyens mécaniques. Mais également, dernièrement, cette année, le challenge Mobilex, où l'objectif était de développer des véhicules dont le pilotage était assisté par intelligence artificielle. Je fais court, et qui permettait aux pilotes à se consacrer à d'autres tâches que le pilotage en milieu hostile, entre guillemets, en milieu accidenté. Et donc, c'était une problématique qui concernait plusieurs secteurs industriels et plusieurs domaines. Et pour 2025, actuellement, on n'a pas de projet prévu cette année. Pour les flashs, donc répondre à un besoin de connaissance suite à un événement exceptionnel, souvent des catastrophes malheureusement. Il y a eu ouragan, il y a eu Covid-19, il y a déjà eu un appel sur Sargasse, donc l'envahissement des mers des Caraïbes par les algues. Il y a déjà eu un appel sur chlordécone, donc un pesticide qui a été utilisé dans les plantations de bananes aux Antilles et qui crée des problèmes de santé majeurs et qui pollue les sols pendant très longtemps. Donc il y a déjà eu des appels pour chlordécone et sargasse, et en 2025, il est possible qu'on ait des appels sur ces deux thématiques. C'est pas encore arrêté, mais c'est une possibilité. Et il y a également un appel éco-phyto, c'est pas exactement un flash, mais qui est en discussion. Vous voyez, ce genre de choses. Pour le moment, rien n'est arrêté aujourd'hui, mais sachez qu'il faudra suivre nos informations pour voir si certains de ces appels apparaissent. Les appels recherche-action, aujourd'hui, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien de prévu pour 2025.
Les appels dédiés à la promotion de la culture scientifique, technique, industrielle, on l'a parlé dans nos engagements, et dans la LPR, comme vous le voyez en rouge en bas, l'objectif qui a été fixé dans la LPR, c'est que l'ANR consacre 1% du budget des appels à projets à ce domaine. Il y a 2 volets dans ces actions sur la CSTI. Un premier volet, donc d'appels recherche-action, dans lesquels vous avez la liste des appels médiation, communication scientifique, recherche participative de 2 types, soit la construction de consortiums qui vont ensuite réaliser les projets, et puis la deuxième étape qui est la réalisation du projet. Les recherches participatives, c'est des recherches au long cours. Il faut beaucoup de temps pour arriver à construire le projet et à le réaliser. C'est plutôt 7 ans. Et donc il y a une première phase, il y a 2 phases, c'est pour ça qu'on a fait 2 appels. Et puis là, on a les ambitions innovantes également, pour lesquelles on a eu déjà un appel. Et puis, il y a un second volet qui est consacré à la mobilisation des chercheurs et chercheuses pour la CSTI, la médiation scientifique. Et là, l'idée, c'est d'apporter des budgets complémentaires aux appels, aux projets de la APG pour pouvoir faciliter leur médiatisation. C'est attribué à des sites et pas aux projets eux-mêmes. Et donc, ça se fait par groupe de projets qui dépendent d'un site donné, et on accorde un budget global au site pour qu'ils puissent mettre en œuvre des actions de communication envers ces projets. L'objectif, c'est 1% du budget des AAP. En 2023, on était 1,3%. Cette année, avec les contraintes budgétaires, on risque d'être un petit peu en dessous. Comme vous le voyez, il y a peu de choses qui sont encore prévues en 2025 parce qu'on crée tous les ans, on crée les nouveaux instruments. Donc, on a du mal encore à anticiper ce qu'on va faire l'année prochaine. Mais sachez qu'il y aura de toute façon... Il y aura le second volet, c'est automatique, et puis il y aura, parmi le premier volet recherche-action, il y aura des appels, mais là on va commencer à avoir terminé d'inventer les instruments, et donc on va refaire des éditions d'appels qui ont déjà eu lieu, de façon à poursuivre et d'avoir une certaine continuité dans le soutien à ces actions. Sachez qu'il y a un webinaire qui a eu lieu pendant l'année 2023-2024, pas en septembre, mais je crois que c'est début 2024, sur cette thématique. Donc vous pouvez voir le webinaire qui a déjà eu lieu sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là encore, cette année, ce webinaire sera actualisé avec ce qu'on aura fait cette année, dans l'année, donc soit d'ici la fin de l'année 2024, soit début 2025. On arrive près de la fin. Des appels en collaboration avec des partenaires institutionnels. Donc effectivement, on développe un réseau de partenaires institutionnels. On a des appels que l'on réalise pour des partenaires, notamment pour l'Agence Innovation Défense et le SGDSN. Et pour l'AID, donc on est opérateur de leurs appels, de certains de leurs appels, qui se déclinent autour d'Astrid et d'autres appels qui ont été dérivés d'Astrid. Donc il faudra voir le plan d'action et aller voir notre site pour voir comment apparaissent ces projets. On soutient des projets de recherche dans les secteurs d'intérêt de ces partenaires. Et puis, on opère des appels pour des partenaires, notamment avec les régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Vous avez la liste des régions. Je ne vais pas refaire la liste de ces régions. J'ajoute juste que les points de suspension ne veulent pas dire qu'il y en a d'autres pour lesquels on a déjà signé des conventions avec d'autres régions, mais que je n'aurais pas mentionné ici. Mais c'est qu'il y en a certainement à venir et qu'on est très ouvert justement par rapport à l'établissement de nouveaux partenariats. Donc, alors, quand on opère ces appels, pour certains appels, on est juste opérateur, c'est-à-dire que ce sont des appels qui sont financés ou des instruments qui sont financés par les régions, et nous, on ne fait que la partie évaluation. Et pour certains de ces appels, nous sommes cofinanceurs, et c'est le cas pour l'appel ICER, Impact du changement climatique sur les écosystèmes régionaux, qui est prévu en 2025. Et l'idée, c'est effectivement de développer des projets de recherche qui ont une dimension régionale, qui sortent de la dimension nationale qu'on rencontre à l'APG, mais qui sont focalisés, qui ont une importance au niveau régional.
Et donc cet appel est porté par l'ANR. Il y a 3 régions qui se sont associées et qui se sont trouvées en accord pour pouvoir faire un appel commun. Bien sûr, ce sera des spécificités différentes pour chaque région. Et je pense que c'est une initiative intéressante et qui est complémentaire de ce qu'on peut faire, nous, au niveau national avec eux. Et donc, voilà, c'est important. Pour les appels outre-mer, eh bien, évidemment, les appels donc, que j'ai évoqués dans le côté flash avec chlordécone et sargasse, vous vous doutez bien que Guadeloupe, Martinique sont associés à ces appels puisque c'est des problèmes qui les concernent directement et ils sont très souvent cofinanceurs de ces appels. Donc voilà pour donner quelques exemples. On termine par une slide essentielle du webinaire, c'est comment vous trouvez de l'information nous concernant. Bien sûr, le site de l'ANR. On vous conseille de vous abonner à la newsletter mensuelle, et là je pense que c'est important dans le cadre des rendez-vous de l'ANR, parce que on ne peut pas tout vous dire, parce que tout n'est pas encore figé dans le plan d'action. Il y a des choses qui vont apparaître, la définition de certains appels qui sont encore en cours, et le fait d'être abonné à la newsletter, ça vous permet de savoir si, tiens, il y a un appel qui apparaît, est-ce que je pourrais être intéressé, et vous ne l'aurez pas nécessairement dans le plan d'action initial. Et puis le portail national commun des appels à projets, où tous nos appels sont recensés, mais également les appels de partenaires. 36, INCa, CNRS, je ne vais pas tout citer parce que j'en oublierai nécessairement, INSERM, ADEME, etc. Donc ça vous permet également, il n'y a pas tout, mais ça vous permet en vous connectant sur ce site d'avoir quand même un bon éventail de ce qui va être ouvert ou de ce qui est ouvert à un temps T au niveau national et pas uniquement les appels de l'ANR. Je pense que c'est vraiment un outil important pour vous. Voilà, je vous remercie pour votre attention, mais on va encore avoir quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre. Est-ce que les PRCI peuvent être éligibles sur tous les axes scientifiques de l'APG? Alors, sur les PRCI, tout est indiqué dans les tableaux qui sont présents dans le texte du plan d'action et le texte de la APG. Vous avez un tableau qui vous précise pour chaque type de PRCI sur quel comité c'est ouvert, sur quelle thématique c'est ouvert. Dans certains cas, c'est toutes les thématiques. Je prends l'Autriche, la Suisse, je pense qu'il y en a, je ne dis pas que c'est les seuls, c'est toutes les thématiques. Pour la grande majorité des autres, c'est ciblé sur certaines thématiques seulement. Et d'une année sur l'autre, ça peut évoluer. Ça peut changer. Donc il faut lire les annexes chaque année. Petite précision, parce que je vois que les CV sont mentionnés dans le chat. Point d'attention majeur, il faut compléter les CV qui sont à renseigner en ligne sur le site de dépôt lorsque le site de dépôt sera ouvert. C'est vraiment très important parce que on l'a souligné sur les critères d'évaluation. L'évaluation se fait sur la base des documents et informations déposés sur le site de dépôt à date et heure de clôture et uniquement sur ces données là qui sont portées à la connaissance des évaluateurs et évaluatrices. Donc si et comme vous l'avez vu, les compétences et la qualité du consortium, est-ce que toutes les compétences sont bien réunies sur un projet pour pouvoir conduire la recherche proposée, etc. Ça, c'est évalué. Si les comités d'évaluation n'ont pas les éléments, parce qu'il n'y a pas de CV complété en ligne, ça met des points en moins sur l'évaluation, et ça, j'en suis témoin. Non, donc c'est un handicap. Je ne vais pas dire que c'est des points, c'est un handicap l'évaluation. C'est très important de compléter ces CV et surtout de bien compléter tous les onglets lorsque cela est pertinent. Je rappelle qu'on a mis un onglet à disposition sur les interruptions de carrière qui sont importantes à signaler, de manière à ce que s'il y a eu une moindre production scientifique à un moment donné dans la carrière, parce qu'il y a eu réorientation thématique, et ça prend du temps de pouvoir être productif quand on se réoriente dans une thématique ou une autre, ou une discipline ou une autre. Si bien sûr il y a une maladie grave, si il y a des maternités, etc., c'est important d'indiquer ces interruptions de carrière. Ça éclaire vraiment
les comités d'évaluation sur les petits points d'interrogation qu'ils pourraient avoir dans les productions. Les productions scientifiques, ça ne se limite pas aux publications. Il y a aussi toute autre forme de production scientifique qu'il est possible et qu'il est bienvenu de mentionner aussi dans le cadre de ces CV. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à ce que les CV soient complétés sur le site de dépôt. On est plutôt bien. Je vois un petit mot de Simon Teinturier qui remercie l'ANR et tout le personnel qui se mobilise pour répondre aux questions des établissements tout au long de l'année. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire et de le faire toujours mieux et de mettre en place un maximum de support pour pouvoir apporter des réponses et vous accompagner, que ce soit les cellules d'accompagnement dans les établissements ou les chercheurs et chercheuses au mieux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aux différents points de contact qu'on a mentionnés, qui sont mentionnés et systématiquement dans les textes des appels à projets. Vous avez ces points de contact. Essayez de lire aussi les textes des appels avec précision, parce que généralement, on essaie d'y mettre quand même toutes les informations nécessaires pour construire le projet et faire en sorte que le projet réponde bien à l'appel. On vous souhaite une bonne continuation, une bonne rentrée à tous et à toutes, et puis bonne construction de projet pour celles et ceux qui ont l'intention de répondre à nos appels. Merci et au revoir.